Nous voici installés au comptoir, mais attention, avant de débuter cette émission, une mise en garde est nécessaire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé car il est fort probable et sans doute inévitable qu'au cours de cet échange, l'absinthe, le pastis, le whisky et certain nombre de vins cuits soient mentionnés. Une histoire populaire des bistrots comme lieu de rencontre, d'échange, de convivialité. Un récit spirituel avec un peu de spiritueux pour une histoire à consommer sans modération. Avec un beau comptoir en étain reluisant. Bon, alors qu'est-ce qu'on boit? C'est l'heure que je ferme. Du vin chaud, ça te va? Je ferme. On a demandé du vin chaud. C'est un sandwich pour le 28. N'oubliez pas les cornichons, du sel, du poivre et de la moutarde. Ah, et du paprika. On ne boit pas assez. Ici, comme au temps de Voltaire, on parle littérature, philosophie, politique. Monsieur Laurent Bill, bonjour. Salut patron. Bonjour Didier Nourisson. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un boc à l'as. Qu'est-ce donc? Un boc à la table numéro 1, un boc à l'as. L'as, c'est la table numéro 1. C'est une histoire des bistrots. Aujourd'hui, Laurent Bill, vous êtes l'auteur de cette histoire populaire des bistrots. Avant toute chose, lequel des deux nous rappelle ce que signifie bistrot? Didier Nourisson. Alors, bistrot, origine inconnue. Hein, ça, c'est la première chose à pointer. On ne sait pas vraiment d'où vient le terme. En tous les cas, on ne le trouve nulle part au 19e siècle. Or, certains prétendent que en 1814, les Russes qui occupaient Paris auraient, sans descendre de leur cheval, réclamé à boire vite, donc bistrot en russe, mais personne n'a pu prouver cette origine. Donc le mot bistrot apparaît en fait seulement au tout début du XXe siècle, et souvent de manière d'ailleurs péjorative. Hein. C'est pour désigner le patron de l'établissement où l'on boit, qui est plus ou moins une crapule, et qui est en quelque sorte chargé de dénoncer ses clients aux autorités publiques, et de jouer un rôle électoraliste très fort. On parlera d'ailleurs de bistrocratie dès le début, dès la belle époque, hein, donc un pouvoir attribué au patron de l'établissement. Laurent Bill. Oui, c'est la première citation du terme date de 1884, avérée par l'abbé Georges Moreau, sous une plume cléricale. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'incroyable profusion de termes pour qualifier ce lieu et cet endroit. À l'ouverture de mon livre, je dresse une liste qui atteint plus de 25 termes, et j'aurais pu monter à 40 si j'avais pas eu peur de lasser le lecteur. Il y a un nombre de mots plus ou moins familiers dépendant de l'instant qui montre bien l'inscription de ce lieu dans l'imaginaire social, au cœur de notre société, au cœur de notre intimité collective. Ah oui, nous avons de la brasserie, de l'estaminet, du limonadier, de la guinguette, etc. Un boui-boui. Non, c'est vrai que tous ces mots, nous les connaissons. Le cafemar, le cazingue, l'estanco, le boussingot. La buvette. Laurent Bill, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de cette histoire populaire des bistrots, avec un paradoxe entre l'omniprésence du bistrot, on vient de citer l'exemple du vocabulaire, et son absence dans l'historiographie. Il n'y avait pas de livre de synthèse sur l'histoire des bistrots? C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Tous les 20 ans, il y a un livre de pittoresques, d'anecdotes. L'édition publie toujours des gens qui ont une plume d'ailleurs alerte, à des livres qui sont très agréables et qui rappellent les bistrots de la Bohème, qui rappellent telle anecdote. Alors, généralement, ça met en scène les poètes, les écrivains, etc., etc. Mais d'histoire panoramique, il n'y avait rien, aucune synthèse, aucune thèse. Personne n'a jamais soutenu de thèse sur les bistrots contemporains, les bistrots depuis 1789. Et je dois dire que je me suis appuyé sur une série de courants différents de l'histoire et beaucoup de livres pour arriver finalement à condenser tout ça dans ce qui n'est qu'un point de départ et ce qui est amené à être continué maintenant par beaucoup d'autres chercheurs. Alors, oui, pour travailler sur le bistrot, effectivement, faut brasser large, hein, c'est le cas de le dire. Je vous cite par exemple un petit poème de Raoul Ponchon, bien connu au 19e, qui dit ceci: « Je dis bistrot comme je chante,
comme je dirais cabaret. Mastroquet depuis peu se range, champ de vin, marchand de vin, me semble commun, et c'est bistrot que tout arrange. Donc on a vraiment le passage de cette floraison de mots du 19e siècle, marchand de vin, mastroquet et j'en passe, au mot bistrot qui va devenir un peu la référence ultime, avant peut-être le mot troquet. Oui, parce que ces mots-là, vraiment, sont dans notre langage à nous, mais comme objet d'étude, c'est autre chose. Didier Nourisson, vous êtes professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, et on peut inscrire cette histoire du bistrot dans une attention beaucoup plus large et qui commence à dater désormais sur ces pratiques du quotidien. C'est toujours étonnant de se dire que c'est mis de côté alors que pour beaucoup de nos ancêtres, c'était un peu tous les jours. Alors, j'ai écrit beaucoup sur le fait de boire. Alors, effectivement, on ne boit pas qu'au bistrot, hein, et au bistrot, on ne fait pas que boire, c'est évident, mais le bistrot va effectivement rassembler tous les gens qui veulent faire société, d'où d'ailleurs le titre de votre émission, la sociabilité qui passe effectivement par la rue et par le bistrot. Mais je crois que depuis une trentaine d'années, on est beaucoup sur l'histoire du sensible, l'histoire du geste, et alors vraiment, Didier, ton histoire du buveur, il y a 30 ans, a vraiment été le socle de florilège d'ouvrages qui sont parus depuis, mais je pense que on est maintenant à l'orée d'une nouvelle histoire des lieux. Je voyais l'autre jour une histoire de la boulangerie, une histoire des restaurants. Bon voilà, moi j'ai fait l'histoire du bistrot, mais je pense qu'on va revisiter les lieux parce qu'ils ont peut-être été un petit peu délaissés par l'histoire culturelle depuis 30 ou 40 ans. Avec ce titre, quand même, Didier Nourisson, de votre ouvrage, Cru et cuite, que c'est un bon titre, Histoire du buveur. Et, dites-nous, Laurent Bill, c'est une histoire sur la longue durée, parce que le bistrot ne peut pas se comprendre en choisissant une date à laquelle il apparaîtrait. Pourtant, on voit des évolutions. Est-ce que le bistrot du 19e siècle, celui de l'Assommoir, ressemble au bistrot du 20e siècle ? Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai un certain nombre de citations. Mon éditeur a été assez gentil pour me laisser la place de faire de vraies citations et donc de mettre le lecteur dans une situation presque immersive. Et les descriptions que j'ai trouvées au fil des auteurs font apparaître des endroits où l'atmosphère est à couper au couteau. Imaginez que la façade est rouge sang, que les fenêtres sont closes, fermées de barreaux, il y a des rideaux, on ne distingue rien. La plupart du temps, ce sont des atmosphères confinées dans lesquelles tous les remugles sont imaginables. Je ne vous envoie pas dans le troquet éternel d'Eugène Sue, près de Notre-Dame. Je ne vous envoie pas non plus dans les établissements souterrains du 19e siècle, parce que les romanciers ont même mis des bistrots dans les catacombes. Mais je défie un pilier de comptoir d'aujourd'hui de rester plus de 5 minutes dans un mastroquet, dans un bouge d'autrefois, dont les plus célèbres étaient peut-être du côté de la place Maubert. Et j'ajouterais même que on avait une fumée opaque qui rendait invisibles les uns aux autres. Alors que le bistrot, c'est un peu le miroir de notre société, qui va arriver avec ses glaces et ses ouvertures, et puis aussi avec ses terrasses. Ce qui est très caractéristique, c'est que les bistrots du XXe siècle débordent facilement dans la rue. Au départ, le bistrot est en vertical. C'est-à-dire que le bistrot soit est un espace fermé qui se décline en arrière-salle, en profondeur, soit sur les boulevards, les grands cafés parisiens se situent en vertical. Et c'est à l'orée du 19e siècle qu'on va avoir ce combat de l'espace public contre les bistrots avec cette colonisation de l'espace public par les terrasses. Mais je voudrais pas quand même partir d'ici sans avoir formulé cette anecdote de la rue Clopin, un établissement de la rue Clopin dans lequel les gens mangeaient au milieu d'épluchures de harengs. La spécialité, c'était de hareng. Et donc, on épluchait son hareng et on lançait les petites membranes visqueuses
au plafond, et celui dont la membrane retombait devait payer la tournée. Et inutile de vous dire qu'on buvait dans une ambiance absolument délétère. Évidemment, cet établissement n'existe plus. Aujourd'hui, à sa place, on a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à qui je dédie cette anecdote. Non, mais c'est un univers complètement différent, ce bistrot du 19e siècle, celui des mystères de Paris d'Eugène Sue, un monde très différent du bistrot du 20e siècle. Alors, la fumée est restée pendant longtemps dans ces bistrots du 20e siècle. Comment s'opère la transformation? Comment le bistrot devient-il un lieu plus ouvert? On a parlé de ces glaces, de ces vitres qui donnent de la lumière. Qu'est-ce qui fait l'évolution? Je ne vais pas prendre la parole, je vais citer Walter Benjamin, qui parle du bistrot comme un lieu scopique, dans lequel le regard, et en particulier le regard masculin, se complaît à lui-même. Alors c'est à la fois le regard sur les glaces où la vision de soi est démultipliée, mais aussi c'est le moment où le flâneur regarde les gens passer. Et donc, je crois que le café correspond véritablement à une discordance des temps, car puisque le temps c'est de l'argent, le café va vite être vu comme le lieu où l'on perd son temps. Le bistrot comme lieu des apparences, le lieu où il faut se montrer, le lieu où l'on veut être vu et où l'on veut voir. Et je crois que ça c'est extrêmement intéressant, ce jeu de regard. Et je crois que le bistrot c'est effectivement un lieu important, un lieu où tourne la société complètement. On pourrait dire que le bistrot est le lieu où la société se regarde elle-même. Et en particulier, la société bourgeoise au XIXe siècle et la société plus populaire, globale, au XXe siècle. Et j'en veux pour preuve la récente crise du Covid. Finalement, lorsque le confinement a démarré, toutes les chaînes d'information en continu ont envoyé leurs équipes rue de Lappe pour voir les cafés fermés à minuit pile. Et quand les cafés ont fermé, le confinement a commencé. Et le confinement n'a été médiatiquement considéré comme fini que lorsque les cafés ont réouvert. Ce qui montre bien à quel point le lieu bistrot est véritablement le baromètre ou le thermomètre de notre société. Alors, à remarquer aussi qu'au XXe siècle, c'est pas comme au XIXe siècle où l'on avait des coteries qui se réunissaient dans des bistrots particuliers. Il y avait le café des militaires, le café du commerce, le café des mineurs, je parle pour Saint-Étienne bien sûr, etc. Donc chaque profession se retrouvait dans le bistrot entre soi. Et au XXe siècle, tout cela éclate, c'est-à-dire qu'on peut accéder même à des bistrots, même à des cafés un peu huppés, quand on a un homme du peuple. Et ça, je crois que c'est très, très caractéristique et très novateur. Les dernières victimes ont été les routiers, qui ont été finalement décimés par la transmutation des transports et des moyens de transport, mais il n'y a plus aujourd'hui de ces auberges ou de ces restos routes, de ces restos de route, ou s'il en reste, ils sont, on va dire, savamment cachés et couvés presque par les derniers qui les fréquentent. Mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, nous avons les espaces intégrés au lieu de travail. Nous avons la buvette de l'entreprise. Je crois d'ailleurs savoir que près de la Porte D, à Radio France, il y a donc un espace dans lequel on... Et vous voyez, c'est une façon finalement de rester entre soi. Et je pense que si on était allé autour de la Maison de la Radio, à sa création, il y avait, je pense, 10 ou 12 établissements en plus dans la périphérie strictement proche d'ici qui accueillaient le personnel de la Maison de la Radio. Ouais, parce que c'est ça, c'est retrouver ses collègues à l'extérieur et en faisant cela, c'est rencontrer d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Je pense aussi que le bistrot, c'est un lieu de rencontre, on le dit, bien sûr, mais pas forcément professionnel. C'est-à-dire que on fait plein d'autres choses dans un bistrot que de simplement boire avec le compagnon de travail. Parfois, on joue. On joue aux cartes, on joue aux boules dans l'arrière-cour. On fait tout un tas d'activités qui ont été bien montrées et qui assurent la fréquentation même de l'établissement. Je pense en particulier au Café des Sports. Ça n'a jamais, enfin, ça n'était pas au départ le café où on allait voir les matchs à la télévision.
Hein. Ça, c'est vrai pour les années 50-60. Mais le Café des Sports, c'est le lieu où se réunissaient les associations sportives, puisqu'il n'y avait pas de siège social. Donc, on était obligé d'aller boire un coup pour aller ensuite disputer le match. On oublie souvent que le café est aussi le lieu où l'on fait des affaires. En milieu rural ou provincial, lorsqu'il y a la foire, c'est au marché qu'on passe contrat et derrière, donc c'est toute une activité socio-économique qui se joue au café. Mais là encore, tu parles tout à l'heure du Café des Sports, avant qu'il y ait la télé, c'est au café que on affichait quel était l'ordre de passage dans le col de Bahamontes ou de Copy. Lorsque les gens passaient devant le café, il y avait la situation de l'étape qui était affichée de quart d'heure en quart d'heure, car le café relayait la radio. Et c'est tout à fait fantastique de voir à quel point le café, et ça j'essaye de le montrer dans mon livre, est un lieu fondamentalement médiatique. C'est le lieu aussi de lecture qui a accueilli l'imprimé dès son départ, dès ses débuts. C'est un lieu dans lequel beaucoup de journalistes viennent écrire. On le voit chez Balzac dans Les Illusions perdues. Et plus tard avec la radio, et plus tard encore avec la télé et les premiers feuilletons qui sont diffusés et regardés collectivement au café, ça, notre amie Myriam Sikounas l'a montré. Eh bien, non, le café est véritablement un lieu médiatique, oui. Vrai lieu médiatique, une histoire populaire des bistrots. Dites-nous, Laurent Bill, une histoire populaire des bistrots, spécificité française, le bistrot ? Sous cette forme-là, peut-être. En tout cas, je dirais qu'il y a des bistrots dans beaucoup de pays. Porte évidemment pas le nom de bistrot. Ce qu'il y a de peut-être bien particulier chez nous, c'est qu'on est connu à l'étranger pour nos bistrots et que donc ça devient un argument touristique à tel point que Alain Fontaine, le propriétaire du Mesturet, a tenté récemment de faire classer le bistrot au patrimoine de l'UNESCO. Cette première tentative s'est fondée par un échec, mais je pense qu'il y en aura une deuxième, puis une troisième, et que c'est nécessaire parce que cela participe véritablement d'un lieu culturel important, même à l'international, tellement ça a irrigué l'imaginaire, alors là, de la planète. Didier Nourisson, vous êtes l'auteur de l'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde et nos bistrots par la même occasion. Spécificité française ? Alors, spécificité française, parce que effectivement, dans les bistrots français, on va voir toute la palette, toute la gamme des boissons à consommer, des plus traditionnels comme le vin, aux plus modernes peut-être comme le Coca-Cola, qui a fait sa rentrée dans l'établissement dans les années 1950, pas avant. On voit effectivement ces signes même de l'entrée de la société dans la modernité en fréquentant, si j'ose dire, les bistrots au fil du temps. C'est-à-dire que notamment dans les campagnes, on buvait traditionnellement, on va dire, du vin chez soi, sur la table quotidienne, mais on va au bistrot pour aller boire autre chose. Alors ça peut être de la bière, ça peut être un apéritif aussi. La mode de l'apéritif arrive doucement au début du XXe siècle et s'accélère considérablement dans l'entre-deux-guerres. Très intéressant. Avec des breuvages dont on a oublié le nom. Oui, c'est ça. Du Bonnet, ou la Suze. Je raconte une anecdote dans le livre. Il y a un représentant en alcool qui passe dans un bistrot vraiment au cœur de la province, et il dit une caisse de Suze comme d'habitude, et le patron répond non, le client est mort. Vous voyez, à la fois la consommation énorme du dernier client qui buvait une caisse de Suze par semestre, et en même temps évidemment des breuvages qui ont disparu. Mais quand on regarde ce qui est consommé, nous avons une autre histoire qui s'écrit que celle de nos représentations. Et ça, c'est passionnant parce que le café, d'ailleurs, bistrot prend le nom du café par la boisson qui est servie et qui a connu un grand succès. Mais l'imaginaire nous conduit aussi, dans ces premiers temps des bistrots, à l'absinthe. L'absinthe, beaucoup consommé, puis disparu. À quel moment le café commence à s'imposer ? Le café, en tant que boisson consommée dans un établissement, ça date du XVIIIe siècle, en gros. C'est Procope, mais
le vin va très vite, dès qu'il se fait un peu populaire, va très vite occuper l'espace bistrotier, et on voit arriver donc toute la gamme des apéritifs au cours du 19e siècle, au fur et à mesure que l'industrie de l'apéro, si j'ose dire, se met en place, avec effectivement tout un système de marques qui utilisent des vins classiques, mais qui font infuser des plantes dedans. Alors, en particulier, on peut citer évidemment l'absinthe comme étant une boisson à base de différentes plantes sur un fond d'alcool spiritueux. Mais on peut aussi citer, je pense, par exemple, au vin Mariani, au milieu du 19e siècle, dès le milieu du 19e siècle, ça va durer jusqu'en 1950 quand même, ce vin Mariani qui était fait de vin de Bordeaux avec une infusion de coca, de feuilles de coca et de noix de cola. Et tiens, comme c'est bizarre, quand ce vin va passer aux Amériques, il va devenir le Coca-Cola. Oui, parce qu'ils n'ont plus le droit à l'alcool, ces Américains, en temps de prohibition. Et voilà, ils étaient prohibitionnistes. Le vin, c'est toujours consommé au cabaret depuis la nuit des temps, depuis la Gaule, quasiment. Mais enfin, en tout cas, depuis l'occupation romaine. Mais vraiment, l'absinthe s'impose au 19e siècle, s'impose d'abord comme un breuvage aristocratique, avec des absinthes variées, des absinthes chères. Et puis, petit à petit, il va y avoir une industrialisation de la production, en particulier à Pontarlier, dans le contexte de la crise phylloxérique. Et du coup, l'absinthe va devenir très bon marché et va devenir un véritable fléau social et sanitaire, avec un phénomène d'alcoolisme que tout le monde connaît depuis Zola et l'Assommoir. Zola et l'Assommoir qui était mal reçu d'ailleurs à l'époque par le monde ouvrier, et en particulier un cabaretier socialiste comme Léret, qui a laissé les souvenirs d'un cabaretier, puisqu'il avait pris un cabaretier en direction, laisse des souvenirs qui sont peut-être plus fiables que Zola, et dans lequel il dit que l'alcoolisme, c'est surtout une question d'heures, et puis c'est surtout les chômeurs qui s'alcoolisent, parce évidemment, ils sont au désespoir, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont que ça à faire. Voilà, il faut bien voir à quel point l'absinthe va détruire 2 ou 3 générations, jusqu'en 1915, où l'absinthe est interdit, et là, ça va être tout le génie lobbyiste de Ricard et consorts. Ah non, pas encore. Pas encore, non, mais des absinthiers d'abord, et de Pernod, Ricard après la Seconde Guerre mondiale, qui vont finalement mettre l'alcool à 40 puis à 45 degrés dans l'entre-deux-guerres, et qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont véritablement s'imposer comme leader du marché. Oui, avec la crise du phylloxéra qui détruit nos vignobles, l'absinthe c'est bien parce que ça remplace. C'est pas cher aussi, il faut le rappeler. Il y a aussi une question de coût. Quand on va au bistrot tous les jours, on ne peut pas consommer que des alcools qui coûtent cher, sinon on est ruiné. Oui, alors, l'absinthe aristocratique, c'est l'absinthe de Pontarlier, effectivement. Les absinthes de Pontarlier, mais en particulier de celle de Pernod, pas encore Ricard, bien entendu. Et l'absinthe, on va dire populaire, c'est celle de la région parisienne, c'est-à-dire de l'alcool à 90 qui laisse infuser des plantes. Et ça, évidemment, ça devait pas être trop bon d'avaler des absinthes à 90. Dans un contexte où les routes s'ouvrent et où il y a de plus en plus de flux. C'est-à-dire que, en gros, tous les quartiers populaires, et bientôt même la campagne, sont irrigués, et l'absinthe va rencontrer un concurrent qui est l'eau-de-vie. Parce que l'eau-de-vie, évidemment, est faite aussi, alors là, à la campagne, parce qu'il y a, aux alentours de 1900, plus de 4 millions de bouilleurs de cru, et ça donne lieu à partir du moment où ça va être contrôlé et réglementé, ça va donner lieu à des phénomènes de contrebande tout à fait incroyables. J'ai trouvé des cafés qui étaient livrés par des bonshommes avec des pardessus spéciaux. J'ai trouvé un corbillard qui trafiquait de l'alcool. Et alors, les policiers ont trouvé qu'on fêtait beaucoup d'enterrements dans ce café. J'ai trouvé un camion des boueurs, c'est une pompe à merde en fait, qui était en fait complètement camouflé. Il y avait les matières qui étaient autour et l'alcool à l'intérieur. Ça camouflait l'odeur. Et là-dessus, les policiers ont trouvé que il y avait quand même dans certains cafés une tendance à changer beaucoup la fosse septique. C'est entre les années 30 et les années 50. Il est stupéfiant
qu'il n'y ait pas eu de livre à ce propos. Et d'ailleurs, tu livres une anecdote de course entre contrebandiers dans ta thèse qui est absolument géniale. Ah oui, on a appelé ça la mafia de la goutte entre le Calvados, le département du Calvados et la boisson aussi, bien sûr, et Paris, avec une course-poursuite digne de James Bond et aussi digne de l'époque des bootleggers américains, parce que c'était à cette époque aussi. Donc ils n'ont rien inventé, les ricains. Didier raconte qu'il dopait les chevaux avec du cidre pour que les chevaux galopent plus vite. Il y a un roman qui parle de ça, c'est un roman qui est paru en série noire de Jean Amila, qui s'appelle Jusqu'à plus soif, qui est absolument génialissime, mais c'est très curieux que le cinéma s'en soit pas emparé. Le lieu bistrot est un classique pour le cinéma. C'est vrai qu'il y a de très belles scènes de bistrot. Juste sur le lieu bistrot, est-ce qu'il a beaucoup évolué? Nous, on voit le comptoir, quelques tables, des gens accrochés là sur le zinc. Le mobilier évolue constamment. Et puis alors, ce qui évolue aussi très vite, c'est les accessoires des boissons, les porte-cigarettes, les cendriers, les parasols, les bouteilles, même tout simplement, qui vont circuler. Et puis donc, les comptoirs eux-mêmes évoluent singulièrement en suivant des modes. On va avoir de l'art moderne, de magnifiques exemples d'art nouveau aussi, évidemment, avant. Donc, on a une évolution sensible de l'espace bistrotier et de la clientèle. Je crois que c'est très lié à l'appréhension même de la clientèle. Ce sont en fait les deux nouveautés des années 30. C'est toute l'apparition de cette bimbeloterie sponsorisée qu'elle vient d'évoquer Didier, et en même temps le style brasserie qui va petit à petit s'imposer et homogénéiser les lieux et les lieux populaires. On peut citer par exemple la brasserie Dupont de Barbès, chez Dupont tout est bon, qui est une brasserie populaire et dans laquelle on a quand même une fresque de Cappiello. Donc il y a petit à petit une homogénéisation. N'oublions pas que le régime de Vichy, quand il va vouloir fermer les cafés, il va interdire en l'espace de quelques jours tout ce matériel dont tu parlais que les bistrotiers sont obligés de rapporter à la préfecture. Et alors du coup, ça crée une psychose parce que à un moment donné, ils ont tous été fournis de ce matériel et c'est leur matériel dont on se fait une idée, puisque vous parliez cinéma, lorsqu'on voit le début du film de Michel Audiard, Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard, avec Jean Carmet qui vient livrer son vermouth Vulcani, le vermouth des intrépides, et ces incroyables horloges de Westminster qui sonnent 16 fois par jour. C'est absolument à crever de rire. Laurent Bill, vous m'avez dit cinéma, Seconde Guerre mondiale, bistrot, c'est la traversée de Paris. La porte, pour Dieu! Lumière! Vous rentrez ou non? Laissez-nous le temps, voyons, quoi. Vous voyez bien qu'on est plusieurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on boit? C'est l'heure que je ferme! Du vin chaud, ça te va? Je ferme! On a demandé du vin chaud! Ils sont toujours là? Ma bonne tête, c'est craintif comme une rosière, vous savez. Mais on ne résiste pas à son charme. Mets tes valises, mon beau Marcel, moi je te les transporterai au Havre. À pied, à genoux, n'importe comment et n'importe où. Oui. C'est 20 francs! N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Va et 30, 50. 50, 100. 4, 500. 500 000. Vous avez une bonne? Non, Ben, celle-là, là. c'est une voisine. 2 autres vins chauds. Vous n'allez pas me faire voler mon gaz toute la nuit, non? Eh ben, donnez-en 4 et puis qu'on n'en parle plus. Célèbre scène dans La traversée de Paris de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin Bourvil, Didier Nourisson dans cette évocation. Il y a beaucoup de non-dits et la scène, on la connaît, elle continue et cette bonne qui est censée être une voisine porte une étoile jaune parce que elle est employée par ces bistrotiers qui sont des Thénardier minables dans le film d'Autant-Lara. Moi, j'aime à dire que le régime de Vichy a été un régime sec, c'est-à-dire un régime qui a voulu contenir les bistrots et réglementer les consommations d'alcool. Et ça s'est vu dès le 25 août 1940, donc
un mois et demi après la prise de pouvoir, on va dire, par Pétain, on a déjà une première législation qui se met en place, une législation de plus en plus anti-alcoolique et de plus en plus féroce, je dirais, à l'égard des bistrotiers, qui deviennent un peu les parias de la société, ou qui représentent un danger moral, enfin pour la moralisation ou la démoralisation plutôt de la population française, qui avait d'autres problèmes, il faut bien l'avouer. Mais je crois que là, on a vraiment une intervention de l'État dans la zone, disons, de la santé publique, qui est massive et pour la première fois, enfin, et qui est première, ça sera ensuite poursuivi par la 4e, voire la 5e République. Alors, le bistrot, ça a toujours été, depuis un millénaire, un lieu à la fois dangereux, de brigands, de transgressions, de paroles politiques, d'impertinence, de contestation de l'ordre, et un lieu d'indicateur. Alors, ce paradoxe, il nourrit toute l'histoire politique, de l'ordre social, économie, etc. Bon, c'est notre histoire. Et à partir de là, il va y avoir, sous le Second Empire, une loi qui va répondre aux rêves de lieutenant général Larigny au XVIIIe siècle et qui va donner au préfet la possibilité de fermer le bistrot d'un claquement de doigts sans qu'il y ait de contestation possible devant la justice. Vichy va reprendre cette disposition et en 1944, le gouvernement provisoire du général de Gaulle, puis la République française de la 4e, puis la République française de la 5e, reprennent la disposition telle quelle. Donc, la disposition vichiste telle quelle, qui est actuelle en ce moment, et qui fait que, sous couvert d'ordre public, un préfet peut, et c'est le seul commerce, peut fermer d'un seul coup les bistrots, les boîtes de nuit, sans qu'il n'y ait de contestation immédiate possible devant la justice. Contestation est possible quelques mois après, mais vous avez les bistrots qui sont dans la main du pouvoir exécutif, qui sont dans la main du pouvoir préfectoral, et derrière, évidemment, cela a réalisé un certain rêve de la police, d'un certain Vidocq que vous n'êtes pas sans connaître, cher Xavier Mauduit, et derrière, ça a transformé les bistrots en indicateurs, ou en tout cas en personnes qui ont la réputation de l'être. On ne sait pas assez qu'il y a du maréchalisme dans la 5e République. Finalement, c'est ça, hein, parce que effectivement, le bistrot fait peur. Le bistrot, donc, en tant que patron et en tant que lieu de consommation et de toutes les discussions politiques possibles et dangereuses pour l'ordre public. On a bien vu, par exemple, aussi les complots qui seraient nés dans les bistrots, les grèves qui se seraient fomentées dans les bistrots. Et tout cela inquiète finalement le pouvoir, presque quel qu'il soit, soit républicain ou royal. En 1815, je me suis amusé à dresser une petite liste dans un lieu restreint de tous les endroits où l'on avait crié Vive l'empereur, ce qui avait mené les ivrognes au bagne. Et derrière, on ne peut comprendre l'histoire du syndicalisme français si on ne fait pas état du nombre de syndicats qui ont leur réunion dans les bistrots, voire des meneurs ouvriers qui ont été licenciés et qui, dans le Nord, ont ouvert un bistrot. Le bistrot accueille, tu le disais tout à l'heure, les associations sportives, mais aussi, après 19, les associations d'anciens combattants. Et pendant toute la belle époque, moult organisations syndicales. J'ai un étudiant super qui s'appelle Vincent Cornard, qui a fait une maîtrise, un master sur Jaurès à la télé, et il a repéré toutes les scènes qui se passaient dans les bistrots, et il s'est aperçu que les évocations cinématographiques, les réécritures télévisuel de Jaurès avait pris naturellement le lieu café comme décor parce que cela traduisait une réalité qui était passée finalement de façon presque capillaire chez les scénaristes quand ils avaient voulu écrire la vie Lévi Jaurès au cinéma ou à la télévision. Les tournées de bistrot sont souvent des tournées électorales en réalité. Hein. Tu parles de Jaurès, le marquis de Solange, adversaire numéro 1 de Jaurès en 1893, on a retrouvé ses comptes de campagne, ses temps de francs, de suze, de bière, de différents apéritifs,
pour évidemment empocher les votes. Les hommes politiques distribuent parfois des jetons qui correspondent à des consommations dans tel établissement. Et on a beaucoup oublié, mais une part des votes, certains votes avaient lieu au bistrot et pas à la mairie au départ. Et on a vraiment des histoires. Alors là, j'ai essayé d'en citer. J'ai un chapitre qui est consacré, donc je veux pas les énumérer. Là, faut lire le livre pour les avoir. Mais effectivement, il y a des histoires qui sont à crever de rire, dans lequel vous avez des bistrots qui servent véritablement de lieux de cantine politique, de lieux d'affrontement comme chez Pépone et donc Camillo. Et évidemment, il faut dire aussi que le bistrot est le lieu anticlérical, qui est le lieu où l'Église et le laïc se contestent le leadership du village, dans lequel il y a un affrontement. On parlait, vous citiez Autant Lara tout à l'heure, dans l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques, le soir du 24 décembre, on a l'Orphéon qui part du café et qui va jouer pendant la messe de minuit. Et les 14 juillet, j'ai retrouvé des archives dans lesquelles il y a la paroisse qui sort les chœurs des marmousets de la paroisse pour aller chanter des cantiques le jour du 14 juillet. Et ça n'est que ça. C'est Clochemerle. C'est Gabriel Chevalier. C'est Clochemerle, le café. Oui, le vin de messe est bon pour les catholiques pratiquants, mais le vin de bistrot est maléfique, c'est Satan. Et ça, les anti-alcooliques l'ont bien observé très tôt. Effectivement, on va voir. Tiens, d'ailleurs, parmi les anti-alcooliques, il y a une catégorie un peu particulière là qu'on est en train de mettre en valeur. Ce sont les anarchistes. Les anarchistes qui voulaient des gens sains pour faire la grande révolution et qui étaient donc anti-alcooliques et qui se sont ralliés dès la Première Guerre mondiale avec les bourgeois pour essayer d'empêcher les ouvriers de boire. Ah ben c'est le bistrot, c'est vraiment le règne des fronts politiques renversés. C'est parfois des alliances tout à fait inattendues. Oui. Et bon, je voudrais. Le nom sacré tourne autour de la bouteille. Absolument. Et parfois on a des scènes tout à fait stupéfiantes. Je pense par exemple à l'Uranus de Marcel Aimé, dans lequel on a, faute d'école, l'instit qui va faire la classe dans le café avec le patron qui du coup apprend des choses qu'il ignorait complètement. Et je dirais que c'est aussi un petit peu une façon de dire que le café est le lieu de l'instituteur, et le lieu où l'on parle politique et où l'instituteur a son mot à dire sur les agissements du maire ou sur les agissements du prêtre local. Et de ce moment-là, le café devient un lieu de savoir, un lieu politique, mais de politique par en bas pour le coup. Et ça n'est pas sans me parler, moi qui ne corrige mes copies qu'au café. Et ben voilà, parce que le café c'est un lieu de convivialité, de sociabilité, et puis c'est aussi le Saint Albert Pierre-Jacques. Ah, quel rêve d'être bistrot. Bah tiens, là on retrouve bistrot au sens de la personne, patron. Le patron. Oui. Parce que Laurent Billes, c'est une histoire sociale qui s'écrit avec les bistrots. Alors, il y a le patron, il y a la patronne, il y a l'habitué, il y a le client de passage, et il y a le garçon aussi. C'est ça, ce sont des gens que l'on connaît. Et mais alors, curieusement, c'est un lieu qui est moins... Alors peut-être on va différer là-dessus. Avec Didier, c'est pas pour moi un lieu de brassage populaire. Il y a alors certains bistrots aussi, les cafés de gare, bien sûr. Mais le bistrot traditionnel, c'est un bistrot qui répercute un ordre, et un ordre bien établi. N'est pas au comptoir n'importe qui, n'est pas à telle table n'importe qui. D'abord, le bistrot est un lieu d'habitude. La distribution de la parole se fait en fonction d'une hiérarchie fondée sur l'habitude. Tout le monde ne parle pas à n'importe qui. On ne drague pas, par exemple, dans les bistrots. Ça, c'est un lieu commun, ou plus exactement, on essaye de draguer. Les femmes n'y sont pas en sécurité, bien sûr. Une femme seule au bistrot est accostée. On l'ennuie, pour rester poli. Mais ça marche jamais. C'est pas un lieu érotique, le bistrot. Non, le bistrot, c'est un lieu viril, alors pour son malheur, et beaucoup moins à partir des années 70, pour son bonheur, pour son évolution. Malgré le fait qu'il y ait moins de bistrots en France, je pense que les bistrots aujourd'hui sont plus divers, et du coup beaucoup plus populaire au sens contemporain du terme, puisque les femmes y sont davantage. Mais le bistrot est un lieu où, encore une fois, la rigidité de l'habitude fait que c'est une micro-société dans laquelle on ne s'intègre pas facilement. Alors, effectivement, on n'est pas d'accord, du moins sur le plan chronologique. Ce que tu nous dis, c'est le
bistrot, le café, le cabaret traditionnel. Le bistrot du XXe siècle, moi je pense que c'est au contraire le lieu de la démocratisation la plus grande et celle justement qui va faire le plus peur en bout de course, puisqu'on a parlé des mesures vichistes, parce qu'effectivement tout le monde retrouve tout le monde, peut retrouver tout le monde, peut échanger avec tout le monde, et cela peut conduire effectivement à des manifestations de rue à coups de pavé redoublés. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, mais n'empêche, d'abord, je raconte un certain nombre d'anecdotes. Alors, la personnelle, à la fin de mon livre, puisque c'est aussi, je me suis mis un petit peu en place, en rôle, à la fin du livre, j'ai un peu donné des choses qui viennent de mon parcours pour montrer des situations contemporaines. Mais je pense que la parole politique et l'échange n'est pas incompatible avec une certaine hiérarchisation de la parole. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, en particulier en province, il y a des bistrots de gauche et des bistrots de droite, et que ça se sait, qu'on ne dit pas la même chose au même endroit, dans le même quartier, avec les mêmes gens, et donc je pense que là il y a quand même il y a des idées reçues sur les bistrots, et la parole n'y est pas. Alors, pour reprendre le terme génial de Pascal Horry en préface, qui m'a fait le cadeau d'une très belle préface, le bistrot est le lieu où la parole a la parole. C'est un lieu, et faire l'histoire des bistrots, c'est finalement faire l'histoire de la parole populaire qui n'a pas de traces mais cette parole, la prise de parole est beaucoup plus codifiée qu'on ne pourrait le penser, car je le répète, et j'y tiens, le bistrot est un lieu d'habitude et d'habitués. Didier Nourrisson, là, vous êtes d'accord, vous faites oui de la tête? Pas complètement, parce que je pense que la parole est contrôlée, effectivement, mais c'est, j'allais dire, la foule même qui veut ça. On ne peut pas avoir un discours chez soi identique à celui que l'on va tenir dans un lieu public. Et je crois que ça, c'est un élément essentiel, effectivement, qui fait que c'est un lieu, le bistrot, du coup, un lieu d'unanimité, parce qu'on peut pas vraiment être opposant dans un bistrot. On est entraîné par la foule. Alors là, autant je pense qu'on peut parfaitement être opposant au bistrot et qu'il y a des coteries qui s'affrontent au bistrot, autant je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le bistrot, en revanche, est un lieu collectif et qu'on n'a pas la même parole et l'échange de parole et la même liberté de parole chez soi et au bistrot. Alors là, ce sont deux choses qui sont bien différentes. Là, oui, je suis parfaitement d'accord. Et avec un distinguo à faire, parce que nous parlons des bistrots de manière générale, mais dans vos propos, à l'un et à l'autre, on entend le bistrot du village, celui de province, et puis Paris, mais Paris c'est la même chose, il y a des villages à l'intérieur de Paris, et puis il y a le bistrot de gare. Il y a une typologie des bistrots à mettre en place. J'ai essayé de traiter tout. J'ai traité de l'auberge de route, j'ai traité du bistrot portuaire, j'ai traité du buffet de gare, effectivement, j'ai traité du petit caboulot comme du grand café parisien, et cette diversité a nourri mon livre, en fait. C'est vraiment... Et tu as même parlé des cafés des immigrés, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que on n'en parle jamais de ces cafés particuliers qui sont liés aux vagues d'immigration, les Italiens, les Marocains, les Algériens. Effectivement, ça nous fait une diversité, la cafetière, assez importante. Et j'affirme que lutter contre les cafés et avoir vu baisser le nombre de cafés, c'est aussi un frein à l'intégration. Oui, c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre. Mais finalement, un des dénominateurs communs, c'est aussi, vous en parliez tout à l'heure, la figure de ce garçon de café, de ce serveur. C'est très différent entre le personnel féminin et le personnel masculin. Là, il y a deux tropismes qui montrent bien à quel point les imaginaires sociaux sont bloqués, sont figés sur des attendus. Le garçon de café, c'est à mi-chemin entre le domestique et le titi parisien. Et d'ailleurs, en 1815, quand les cafés parisiens ouvrent, les premiers serveurs sont en grande partie des domestiques recyclés. Et donc, il va y avoir cette figure qui va irriguer véritablement le 19e siècle. Alors, je passerai ce garçon de café qui ressemblait tellement à Louis-Philippe, sans s'en apercevoir qu'on venait, que tous les antis, ceux qui adoraient la poire de Daumier venaient se moquer de lui dans tel café des grands boulevards. Mais il va y avoir, et ça j'ai retrouvé dans mon bouquin,
une grève, un mouvement de garçons de café en 36-37. Il y en avait eu un 1836-37. 1936-37. À un moment, il revendiquait, à la belle époque, il revendiquait de pouvoir porter la moustache, mais après, il y a eu véritablement un mouvement de garçons de café en 36-37. Le 5-6 juin 36, ce mouvement des garçons de café relance en fait le Front populaire, et c'est à la suite de ce mouvement que Thorez a dit, attendez, il faut savoir arrêter une grève, parce que cette grève des garçons de café commençait à réirriguer tout le tertiaire qui commençait à basculer, et ce qui a été conclu en 37 a été contesté dès le départ de Blum, 5 jours après le départ de Blum. Les patrons de café, des grands cafés des Champs-Élysées, contestent les accords qui avaient été passés en 36, et la grève recommence dans le contexte de l'ouverture imminente de l'exposition universelle de 37, et là vous allez avoir une lutte d'une violence incroyable qui voit les gardes mobiles entourer les cafés des Champs-Élysées, la belle société se mettre en autogestion et assurer le service elle-même, alors hurlant de rire, et les garçons de café aller dans certains cafés des grands boulevards en catimini, déguisés en consommateurs, pour consommer et asperger les consommateurs normaux de bleu de méthylène pour leur en vouloir finalement truander d'être les jaunes de la grève en allant consommer aux cafés qui sont censés être fermés pour cause de grève. Vous avez comme ça des anecdotes hilarantes, et j'ai pu traiter de ce mouvement de 1936-1937, 2 fois 5 jours à peu près, jour par jour, ce qui est alors là un confort fabuleux quand on fait de l'histoire sociale, de pouvoir vraiment, dans un livre d'histoire culturelle, de pouvoir parler d'un mouvement jour par jour et quasiment heure par heure, c'est un confort absolument formidable. Oui, c'est très culturel et très social en même temps. Oui. Et alors, en même temps, le bistrot est un lieu de construction des préjugés et des stéréotypes considérable. Tu parles de la figure du garçon de café, donc il n'y a pas plus stéréotypé que le garçon de café. Mais on pourrait aussi se brancher sur la figure de la serveuse. Fille facile ou dame honnête ou au contraire prostituée. Enfin, tout ça c'est un peu complexe. Et en même temps, il serait faux de dire que les femmes ne sont pas au café. D'abord parce que les veuves tiennent un certain nombre de cafés, et ensuite parce que le café dépend des heures en fait. Et ça rajoute à la complexité. Un café change de physionomie en fonction du lieu où il est établi. Et en fonction des heures. Vous avez des heures dangereuses, vous avez des heures totalement désertes, vous avez des jours où le café devient familial, et en particulier, j'ai la conviction effectivement que le dimanche, au sortir de la messe, parfois, mais pas toujours, vous avez les femmes et les enfants qui viennent au café là où c'est absolument impossible, le lundi, le fameux Saint lundi, où là on fait plutôt, l'ouvrier fait plutôt la fête et dilapide une part de la paie, l'ouvrier ou le paysan. Mais là aussi, je suis tombé sur des choses tout à fait étonnantes. L'arrivée des routes bituminées et de la bicyclette fait que les jeunes vont boire dans des cafés qui ne sont plus les cafés du village. C'est-à-dire qu'ils ne boivent plus sous l'œil de leur père. Ce qui, avec le service militaire, va correspondre à une contestation de l'ordre patriarcal dans les villages qui est absolument extraordinaire, fondamental. De la même façon, les ouvriers, là encore, avec le vélo, ou avec le tramway, ou avec les transports interurbains, fréquentent des cafés qui ne sont pas les cafés du 19e siècle, où le café était juste autour de l'usine et contrôlé par le patron. Et là, tu parles après les années 1950. Absolument. C'est-à-dire que la deuxième moitié du XXe siècle seulement, où une nouvelle figure apparaît, c'est les jeunes qui sont dans certains bistrots et pas dans d'autres, qui sont entre eux et pas avec les adultes, et qui effectivement construisent leur propre civilisation en quelque sorte jeune, avec tous les stéréotypes, la musique, flipper, c'est lié avec le flipper, le jukebox, Scopitone. Tout se tient, le rock and roll, qui va être la musique préférée des années 60. Et il faut bien comprendre que cette dernière génération des jeunes au café des années 60-70, c'est la génération qui va encore au café aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui a au minimum 50-55 ans. Et le problème, c'est que l'écroulement du nombre de cafés depuis 1938, puisqu'on est passé de plus de 500 000 à aujourd'hui 34 000 cafés, ce qui est
invraisemblable. Cet écroulement correspond à la fois à la montée des fast-foods et à la désaffection du lieu café par des jeunes. Alors, c'est bien joli de vouloir créer des cafés et remédier en particulier à la désertification dans certaines zones rurales par le café, mais si on a une génération entière ou 2 générations qui perdent l'habitude d'aller au café, eh bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer dans 20 ou 30 ans, parce que les cafés qu'on recréera seront des cafés vides. On ne recréera pas les habitudes comme ça. Ouais, parce que la sociabilité, ça se construit pas d'un claquement de doigts. Bon, messieurs, on va fermer là. Il est l'heure. Merci vivement à tous les deux. Un dernier pour la route. Voilà, c'est ça. Et à votre santé, surtout. Hein. C'est pour moi. Laurent Bill, une histoire populaire des bistrots publiée par Nouveau Monde Édition. C'est une somme. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin que de vous écouter pour comprendre. Ça a été un grand plaisir de voir toutes ces évolutions sur 2 siècles. Et puis c'est un bel anniversaire, la parution de cet ouvrage pour fêter les 10 ans de votre livre, Didier Nourisson, Cru et cuite, histoire du buveur. Et puis là, l'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde, édition Vendémiaire. Merci vivement à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment savoir si Henri VIII regretta d'avoir décapité 2 de ses 6 épouses ? Il arrive qu'en relisant des documents que les spécialistes d'un sujet ont déjà maintes fois consultés, on puisse mettre au jour des aspects qui étaient passés inaperçus jusque-là. C'est ce qui est arrivé à Micheline White, professeure à l'université de Carleton, au Canada. Cette spécialiste de la littérature anglaise de la Renaissance avait commencé des recherches sur Catherine Parr, qui fut la 6e et dernière épouse du roi Henri VIII. Ce dernier est sans doute l'un des plus célèbres des rois d'Angleterre et d'Irlande. Tout d'abord parce qu'il a rompu en 1534 avec la papauté pour fonder l'anglicanisme, qui est devenu la religion officielle de ce pays. Mais Henri VIII doit aussi sa notoriété à ses actes criminels. Il fit décapiter des dizaines de personnes au cours de son règne, des ermites, des religieuses, des moines et 2 de ses 6 épouses. Dans l'espoir d'en savoir plus sur l'histoire de Catherine Parr, la seule épouse qui lui survécut, Micheline White s'est penchée sur une source qui avait déjà été beaucoup étudiée par d'autres historiens de cette époque. Il s'agit des livres cadeaux que le roi Henri VIII avait conservés dans sa bibliothèque et qu'il lui arrivait d'annoter. Parmi ces ouvrages figurait un exemplaire de Psalms or Prayers, un ensemble de psaumes et de prières que Catherine Parr avait compilé et traduit en anglais. Micheline White a raconté qu'elle était sur le point de refermer ce livre, luxueux, quand elle a repéré des traces dessinées au crayon dans les marges. Elle s'est rendue compte que ces dessins étaient des manicules, c'est-à-dire des mains fermées, avec l'index tendu vers un passage du livre pour attirer l'attention du lecteur. Ces manicules étaient parfois accompagnées de gribouillages que le professeur White a mis plusieurs années à élucider. Finalement, elle a acquis la conviction que ces marques énigmatiques avaient été tracées par la main du roi. Les manicules que ce dernier avait dessinées montrent des passages du livre Psalms or Prayers où il est écrit « Ô Seigneur Dieu, ne m'abandonne pas, même si je n'ai fait aucun bien à tes yeux. » Et aussi « Détourne de moi ta colère, afin que je sache que tu es plus miséricordieux envers moi que mes péchés ne le méritent. » Ce livre de Catherine Parr a été publié en 1544, 3 ans avant la mort de Henri VIII. Obèse, fortement diminué par un ulcère purulent à la jambe, le monarque était plongé dans de profondes angoisses. Sachant que sa fin était proche, il fut sans doute pris par un puissant désir de repentance, afin que Dieu lui pardonne ses péchés. Mais Micheline White émet l'hypothèse que les gribouillages d'Henri VIII s'expliquent peut-être aussi par une autre raison. Le roi savait que ces annotations seraient largement diffusées et commentées dans le petit milieu des courtisans et des diplomates. Étant donné qu'il projetait alors d'envahir la France, il avait besoin du soutien de Charles Quint. Mais comme celui-ci lui reprochait de s'être éloigné du catholicisme,
Peut-être qu'Henri VIII a utilisé ces manicules comme un moyen de propagande, afin de convaincre son puissant allié qu'il n'avait nullement perdu la foi. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Coppet, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou à laisser ma tournée. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.